derrière, tu as des équipes comme Memphis, comme New York, qui sont aussi des contenders, qui jouent très bien et qui s'approchent de cette... Tu peux répéter? New York, pas contender? C'est ça? Non, Azad a dit ça, hein? Non, Azad a dit ça. Il s'est trompé. Ouais, mais je l'ai pas dit sur le Dreamcast Show, donc est-ce que ça compte? Salut tout le monde, on se retrouve en cette période de fête. J'ai mal au ventre, je ne fais que manger, boire. Je suppose que c'est pareil pour tout le monde. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes et que vous avez profité de vos proches ou en tout cas que vous avez passé un bon moment, notamment lors du Christmas Day. On a passé un bon moment de basket. Aujourd'hui, je retrouve Azad et Baptiste, notamment du Dreamcast Show, pour vous parler un petit peu d'actualité. Comment ça va les gars? Eh bah vas-y Azad, comment? J'allais dire fais pas le timide. Bah écoute, ça va. Ça va. Moi, sur les 2 derniers mois, j'ai pris 5 kilos entre un passage à Paris et les fêtes de Noël. Donc je suis plein. Mais plein aussi de choses à raconter sur le basket, notamment du coup après ce Christmas Day. Donc ouais, non, tout va bien. Tout va très très bien. C'est bon ça. Et toi Baptiste, comment ça va? Eh bah écoute, ça va, hein, ça va, ça fait toujours plaisir les fêtes de Noël, mais très content de toujours de venir parler basket. Donc je crois que c'est une des premières fois je crois que c'est la première fois même où avec Azad on est tous les deux invités, Ah bah, puisque d'habitude c'est moi le présentateur quand on est trois. Mais il fallait un événement pour que vous soyez tous les deux mes invités et du coup on en reparlera après, on reviendra sur la thématique de la vidéo, mais je pense qu'on va bien s'amuser. Petit point actu promo, vous avez sorti récemment l'une des plus grosses vidéos de votre chaîne sur Tonton Jokic, mais vous avez aussi énormément de contenu. Allez-y les gars, je vous laisse parler un petit peu de votre actu, de votre chaîne et de là où on peut vous retrouver notamment. bah du coup alors je prends la main. Mais bah on a encore quelques vidéos qui sont encore sur YouTube avant de cette fête de que tout soit strike par la NBA, donc n'hésitez pas. Mais ouais non, on a une vidéo où on a une chaîne où globalement on fait des débriefs de matchs, d'actu, on essaye de voir les tendances chez des joueurs, chez des équipes. Donc il y a pas mal, on essaye de faire des trucs d'actu et on a fait du coup récemment un truc qui sortait un peu de l'actu sur Jokic et sur un peu son évolution depuis son année rookie et peut-être aussi son influence sur la NBA. C'était aussi ça un peu le but. Alors du coup, bah on a eu plein de retours. Donc si vous avez vu cette vidéo, et ben merci à vous. Mais elle est toujours dispo. Elle est toujours dispo. Donc si vous voulez y aller, elle dure un petit moment. Elle dure un petit moment et que la regardez pas en stéréo parce j'ai eu un problème de montage. Désolé. mais elle est toujours dispo. Voilà. Ouais, une vidéo vraiment incroyable, ne serait-ce que l'intro. Moi, l'intro, elle m'a bluffé. Franchement, c'était super. Et puis derrière tout le développement, on revient sur la vie du bon gros Nico. Mais attendez, parce que Nico, je pense qu'on en reparlera dans la vidéo suivante avec les flops. J'en dis pas plus. Sur ce, bah, je pense que vous l'avez compris. On va partir sur un petit top et flop de ce début de saison. Et je vous propose, les gars, qu'on commence tout de suite avec nos tops. Allez, Azad, je te lance. Super. Pour toi, quel est ton premier top qui te vient comme ça sur ce début de saison NBA? Bon, en vrai, je savais pas. Je savais sur quelle équipe pencher, mais dans cette équipe, je savais pas quoi prendre. Du coup, c'est bien vu que je commence, au moins je sais un peu où aller. Enfin, du coup, j'ai plus la liberté de le faire. Moi, je vais prendre Evan Mobley, qui du coup, franchement, je pense quand il est drafté, il y a un peu un fantasme c'est le nouveau Kevin Garnett. Bon. Kevin Garnett, on parle potentiellement de genre top 15, top 20 all-time en termes de joueurs. Donc, je pense que bon, c'est quand même un peu... Voilà, quand on parle d'un nouveau Kevin Garnett, il faut quand même un peu prendre la mesure de quoi on parle. Mais cette saison, et je pense que ça a pas mal été traduit offensivement et défensivement, il y a un vrai step-up de la part de Mobley. Et ce qui est cool, c'est que c'est un step-up qui est lié aussi à une meilleure attaque. C'est-à-dire qu'il a plus de responsabilités en attaque individuelle et il y a un meilleur jeu collectif offensif aussi du côté de Cleveland. Et c'est cool de voir que Kenny Atkinson, en fait, il a vraiment su l'utiliser de la meilleure des façons. Et c'est pour ça que c'est plus un top collectif au terme de l'attaque de Cleveland, qui est en fait, en termes de rating, peut-être la meilleure attaque de la NBA cette saison. Et Evan Mobley a pris un plus grand rôle là-dedans. Et du coup, tu te dis, ouais, un mec de 7 pieds qui a de plus en plus de responsabilités de création dans une attaque, normalement,
ça va pas forcément l'attirer vers le haut. Et en fait, ils arrivent très bien justement à orienter le jeu de Garland et Donovan Mitchell et des shooters autour de lui pour que ça progresse. Et en fait, c'est assez ouf de voir que il a augmenté à la création, il a augmenté en volume, il a aussi augmenté en efficacité. Enfin, normalement, ces trois choses-là n'arrivent pas en même temps. Et en plus, défensivement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse perte d'impact. Au contraire, j'ai pas vraiment, enfin, je pense pas qu'il soit moins bon qu'avant. Donc, on arrive à un joueur vraiment, bah, c'est entre guillemets un créateur tertiaire offensif, mais qui permet vachement de fluidifier le jeu et d'être utilisé dans différentes manières et du coup aussi d'assurer un niveau offensif de ton équipe sur tout le match qui est plus haut. Et en plus de ça, bah, c'est un mec qui permet d'avoir une des 5 meilleures défenses de NBA. Donc trop cool de voir que bah voilà, même pas 25 ans, il est en train de passer un step. Et ces joueurs-là qu'on attend toujours qu'ils passent des steps parce que le fantasme de la draft et du prospect est incroyable et que les mecs parfois ne passent jamais le step. Bah, quand c'est le cas, quand c'est un mec de 7 pieds qui passe un tel step, c'est trop cool. Du coup, voilà, je voulais mettre un petit mot sur Cleveland et sur Evan Mobley, mais j'aurais pu parler de Darius Garland. Peut-être que j'ai piqué le top à Baptiste. Désolé. Bah écoute, de toute façon, ça tombe très très bien que tu parles des Cavs. Moi, c'était l'un de mes tops, bien évidemment, que je m'étais noté. Baptiste, avant de te demander ton avis sur les Cavs, pour être un peu plus large, j'ai donné des stats un peu brutes. Le bilan des Cavs sur le début de saison, c'est 27 victoires, 4 défaites. Premier au global de la ligue, donc pas qu'à l'Est. Hein. 4 défaites, les mecs, quand même, en 31 matchs. Au niveau des stats un peu brutes, Azad, tu le disais, premier au niveau de l'offensive rating avec 122,4 points par match. 8e bilan au niveau du defensive rating avec 110,8 points, ce qui s'explique aussi par une pace assez rapide. Donc forcément, t'as quand même l'une des meilleures défense de la ligue, même si t'encaisses des points. Au niveau du ratio, t'es le deuxième de la ligue avec un ratio de 11,7. Et bah, globalement, t'en as parlé. En fait, le développement personnel de Evan Mobley, combiné aussi à la résurrection un petit peu de Darius Garland, qu'on avait perdu avec des blessures l'année dernière et un système où, avec JB Bickerstaff, c'était compliqué. En fait, tous ces lauriers que tu as mis pour Evan Mobley et pour le reste de l'effectif, moi, globalement, j'avais prévu de les donner à Kenny Atkinson, en fait. Oui. Les Cavs, on était en recherche, on était sur cette discussion. Est-ce qu'ils n'ont pas atteint leur limite avec JB Bickerstaff? Je pense que la Cavs Nation en avait plein la tête et ça s'est vu. Et on avait tous ce questionnement de se dire, bon, est-ce qu'il va falloir bouger cet été? Est-ce que Mobley-Allen, c'est encore possible? Est-ce que Garland et Mitchell sont complémentaires? Bah, en fait, sur ce début de saison, c'est compliqué de me remettre ça en péril. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Baptiste? Ouais, bah c'est assez bluffant. Moi, je pensais quand même que cette équipe, même si j'adore Kenny Atkinson et depuis longtemps, ça a toujours été. Enfin, pour moi, c'était une équipe qui avait quand même comme tu dis, des défauts structurels. C'est-à-dire que ton spacing, on l'avait vu, que ça commençait quand même, ça pouvait poser problème à des moments clés et même sur la régulière au final, pas que en playoff. Défensivement, j'étais moins inquiet, mais ce que je trouve assez fou, c'est toute l'utilisation en fait de tous les joueurs de la part de Kenny Atkinson. Et moi, j'avais Garland, bon, du coup, pas grave, je prendrais autre chose. Mais j'avais aussi potentiellement Ty Jerome. Tu vois, Ty Jerome qui, je crois, il a plus de 25 ans, il a 26 ans ou 27 ans, qui explose en NBA à cet âge-là, c'est assez rare et qui en fait va parfaitement dans ce style de jeu qui est finalement très très dynamique avec un playbook qui est assez varié et même défensivement ce que je trouve fou ce que j'aime bien c'est qu'il a repris Kenny Atkinson les bases ce qu'on avait vu quand même qui était bonne avec JB Bickerstaff, c'est-à-dire même parfois d'utiliser Evan Mobley on ball défensivement plus sur des porteurs de balles. Là par exemple contre Denver, il défend Westbrook sur le début du match. Bon, c'est aussi pour pouvoir roamer et venir au panier. Mais finalement, il a repris des principes du JB Bickerstaff, surtout défensivement, je trouve. Et offensivement, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus précis dans l'organisation du terrain. Et ouais, et puis et du coup, pour moi, c'était pour ça aussi que Garland, c'était un peu peut-être le symbole, parce que c'est aussi celui qui magnifie l'attaque, je trouve, parce que je trouve l'équilibre parfait entre on-ball et off-ball, ce qui fait qu'il peut jouer avec Evan Mobley en porteur de balle et c'est lui qui vient poser les écrans, ce qui fait que ça peut être Donovan Mitchell qui a la balle et tu peux mettre une decoy action de l'autre côté avec lui, ce qui fait que quand il y a plus que Evan Mobley et lui sur le terrain, bah c'est lui qui prend la balle, etc. et qui lit l'attaque. Et du coup, ouais, pour moi, c'était vraiment, c'était aussi les cas. Je pense qu'on était obligé de les mettre en top
mais je pense que c'était dur de les imaginer si haut, même si on aimait tous, on savait tous que Kenny Atkinson était plutôt un très bon coach, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et puis, c'est intéressant pour cette équipe parce qu'on voit vraiment une progression et on voit encore une marge de progression avec des jeunes joueurs. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, comme tu l'as très bien dit, Baptiste, c'est tu sens que chaque joueur a son rôle. Même un joueur comme Caris Levert, qui a une liberté offensive assez intéressante, il est mieux utilisé cette année et c'est tout bête, mais dans les rotations, tu sens une vraie cohésion et une vraie intelligence de rotation. Donc non, franchement, Kenny Atkinson, on avait des doutes sur le début de saison de savoir s'il était capable de faire passer un step à cette équipe. Bien évidemment, on les jaugera en playoff parce que c'est là qu'on les attend. Mais en tout cas, sur ce début de saison de régulière, c'est quand même assez solide. Baptiste, je te donne la main. Un top sur ce début de saison? Euh, alors, j'en ai un, je vais le prendre avant que Azad n'en parle. Mais je vais parler de la défense des Hawks. Ah, j'ai eu peur. J'en avais une note de défense, ça va. Ah, t'as une autre défense? J'ai une autre Non, défense, c'est ça je va. vais parler de la défense des Hawks qui, en fait, pour moi, est très très prometteuse, on va dire, pleine de promesses parce que c'est vrai que si on regarde que comme ça, ils sont 15e au defensive rating. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que on entend beaucoup parler de Dyson Daniels avec le nombre d'interceptions, etc., le nombre de deflection, c'est quoi, c'est de ballons déviés, de déviations, et ça fait beaucoup de bruit. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est au-delà de ça, c'est plus le trio slash quatuor d'ailier défensif d'Atlanta avec Zachary Rizaché, que je trouve déjà très bon défensivement, euh, on-ball et off-ball, Jane Johnson aussi, et DeAndre Hunter, même si pour moi DeAndre Hunter c'est un peu moins ça parce que off-ball il est beaucoup moins intéressant. Et en fait, avec ce trio, bah, Atlanta, ce qui est intéressant, c'est que c'est la quatrième équipe qui provoque le plus de pertes de balles chez les adversaires. Et donc c'est une défense qui est très très proactive et c'est quelque chose qui est un peu nouveau, en tout cas à ce niveau-là. Et ça c'est vraiment avec ces ailiers qui sont très longs, très dynamiques, qui peuvent couvrir beaucoup de terrain rapidement. Donc ça te permet d'être assez agressif sur le porteur. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté en fait, t'en as toujours un ou deux parmi les trois qui vont être off-ball. Et Dyson Daniels et Jane Johnson surtout, je les trouve très très bons pour faire les rotations au panier Ouais. en second rideau. Et du coup, bah, c'est un petit cocktail qui, ça se voit pas forcément, c'est que 15e au defensive rating, notamment parce que forcément, t'as Trae Young, mais surtout pour moi, t'as surtout pas de protecteur de panier, t'as surtout pas de protecteur de panier de bon niveau. Ouais, et encore, Et ils s'en sortent pas trop mal. Parce que tu vois, ils sont 8e en termes de d'efficacité allouée au cercle. ils sont 21e en fréquence, ouais. Mais ouais, mais c'est leur gros problème pour l'instant, et je pense que c'est pour ça que le niveau défensif est peut-être sous-évalué. C'est que c'est une équipe qui encaisse Ouais. 39% de, enfin, leurs adversaires shootent à 39% contre eux à 3 points. Donc il y a une surchauffe des adversaires d'Atlanta entre guillemets. Donc la défense est encore plus prometteuse que le ranking veut bien laisser penser. Et c'est vrai que ça ressemble aussi pas mal à une défense qu'on aimait bien l'année dernière, qui était celle des Pelicans. Ouais. Est-ce que d'ailleurs le fait que les équipes artillent autant à 3 points contre les Hawks, est-ce que ce serait pas un choix de Quinn Snyder ou en tout cas un choix globalement Si. du coaching staff de se dire, vous l'avez très bien dit les gars, on n'a pas forcément un élite protecteur d'arceau, par contre on va essayer de renforcer la raquette et l'intérieur pour essayer, enfin pour en fait empêcher les équipes de pénétrer et d'aller nous bourriner à l'intérieur et on se dit, bah on les laisse shooter quoi. Ouais. Ouais, bah c'est complètement ça. Et c'est là où les Pélicans étaient incroyables, c'est qu'ils avaient ils avaient tous les meilleurs joueurs de close-out de la NBA, quoi, avec Ouais. Trey Murphy, Herb Jones, Dyson Daniels. Et je pense qu'il y a un côté ce qui est encourageant pour dire que c'est vraiment une surchauffe, c'est que les adversaires shootent à 38% dans les Ouais. 3 points qui sont pas dans le corner. Ouais. Donc ce qui est anormalement haut aussi, quoi. Donc, je pense il y a un côté un peu, ouais, surchauffe qui fait, enfin, surchauffe des adversaires qui fait que ça se voit pas encore dans les stats. Mais clairement, ça fait partie des défenses, on va dire un peu, comment dire, nouvelles qu'on voit de plus en plus en NBA qui, en fait, priorisent le cercle et la défense collective que des tirs à 3 points. Et après, les meilleures équipes, c'est ceux qui arrivent à faire les deux, comme
comme OKC, comme les Pélicans l'an dernier, etc. Mais voilà, au final, c'est assez moderne, je trouve, Atlanta, quoi. Mais et d'ailleurs, concernant la défense d'Atlanta, vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars. Moi, elle me fait penser, bon alors, sans avoir un défenseur élite qui était Draymond Green, mais dans la construction de la défense, elle me fait penser un petit peu à la défense qu'on pouvait avoir sur les Warriors au début, enfin, allez, dans les années 2015, quand ils commencent leur règne, avant que ce soit complètement stable. Mais ce côté hyper solide à l'intérieur, sans avoir un grand pivot rim protector qui peut, franchement, faire le taf, mais une vraie identité collective avec des rotations qui sont bien faites. Et même si Trey n'est pas un élite défenseur, on voit quand même que le mec se bouge en défense. Il y a des flashs où il essaye de faire les efforts, il essaye d'aller compenser. Quand il est attaqué en 1 contre 1, il n'y a pas grand chose à faire physiquement, il peut rien faire. Par contre, dans ses courses et dans sa mobilité, j'ai l'impression que là aussi, il a progressé. Est-ce que essayer de faire un comparatif, ou en tout cas, est-ce que vous pensez que Quinn Snyder essaye de s'inspirer de cette défense ou pas du tout? Il essaye de pousser le truc encore plus loin. Ouais, je pense que c'est assez différent parce que tu avais quand même il y avait une notion de switch all qui est moins le cas du côté des Hawks et tu Ouais. avais le switch all avec les Warriors et tu avais quand même un protecteur de cercle qui fait pas 7 pieds de haut comme les protecteurs de cercle Ouais. traditionnels qu'est Draymond Green, mais en fait par son centre de gravité qui est très bas et son envergure qui est immense, il arrivait à être un protecteur de cercle très bon et Ouais. dans son propre style de jeu, mais c'est pas quelque chose qui est entre guillemets reproductible parce que à part si tu arrives à reproduire Draymond Green, mais entre guillemets c'est pas vraiment possible. Donc bon, il y a pas, c'est pour ça que ça s'inspire plus ouais, je pense qu'ils prennent plus le template de New Orleans l'année dernière, qui Ouais. du coup avait pas un bon protecteur de cercle qui était Jonas Valanciunas et qui avait potentiellement aussi un joueur à cacher qui était CJ McCollum. Du coup, ça reprend vraiment pas mal cette idée-là d'avoir entre guillemets deux pièces à cacher, mais qui peuvent quand même être actifs parce qu'en fait, tu mets un mec sur une ligne de drive, même si c'est un mec qui est petit, ça reste quelqu'un qui peut venir bloquer la ligne de drive le temps que quelqu'un d'autre vienne potentiellement switcher. Donc, en réalité, il faut utiliser toutes tes pièces de la meilleure des manières, mais le système Warriors, il est pas vraiment reproductible parce que tu peux pas reproduire Draymond Green et c'est là où du coup le switch all avait aussi certaines limites, c'est que tu auras toujours une cible entre guillemets. Ouais. Ok. Ok, ok. Je vois. Bon, moi, c'est clair. En tout cas, ouais, les Hawks, c'est une belle progression. C'est rigolo aussi de les voir progresser alors qu'ils avaient soi-disant l'un des meilleurs défenseurs dans leur équipe, l'un des meilleurs meneurs défenseurs l'année dernière, qui était Dejounte Murray. Le mec s'en va, bah ça défend mieux. C'est bizarre. Enfin bref, on leur souhaite le meilleur pour la suite. Moi, les gars, je vais vous donner un petit top. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, c'est le Magic d'Orlando. J'ai du mal à comprendre en fait le côté. Enfin, pour moi, c'est la définition même du next man up. C'est-à-dire que depuis le début de saison, ils enchaînent toutes les galères possibles et imaginables. Tu avais un début de saison All-Star de Banquero, le mec se blesse. Derrière, Wagner commence à faire le taf, le mec se blesse. Qu'est-ce c'est fou. Ils arrivent à sortir à chaque fois. Là, on a eu des gros matchs de Jalen Suggs. On a eu des gros matchs aussi, des grosses finitions de Cole Anthony. Ils arrivent toujours à nous sortir un joueur. Là, on l'attend pas. Défensivement, c'est ultra solide. C'est, si je dis pas de bêtises, c'est troisième rating défensif du début de saison. Bon, offensivement, on sait que ça galère. Malgré l'arrivée de Cantavius Caldwell-Pope, il y a quand même des grosses limites, notamment au niveau du shoot à 3 points. En attendant que Baptiste revienne, je te demande ça, Azad. Qu'est-ce que tu penses, toi, du début de saison du Magic? Est-ce que tu les attendais à ce niveau-là? Et est-ce que tu comprends le côté, les blessures arrivent, pas de problème, on arrive à chaque fois à sortir une solution? Au niveau du niveau, c'est pas du tout français. Mais au sujet du niveau défensif, je pense que c'est pas vraiment une surprise, que c'était déjà le cas l'année dernière. Et en plus de ça, ils ont rajouté KCP. Donc le niveau défensif, il est pas surprenant parce qu'en plus, Banchero et Wagner étaient des joueurs qui, en tout cas, étaient assez bons pour pas faire baisser le niveau défensif. Mais c'était pas sur eux que était bâti cette défense. Donc en réalité, c'est pas trop grave entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que le niveau de jeu est aussi maintenu. C'est parce que le niveau de jeu global de l'équipe passe avant tout par la défense et du coup, c'est là où c'est plus facile de mettre quelque chose en place quand tes stars sont blessés entre guillemets. Donc bon, ça c'est moins dérangeant.
Mais ce qui est assez impressionnant, c'est en fait la profondeur qu'ils ont au niveau des joueurs qui sont allés drafter entre guillemets et qui ils ont amené dans leur effectif. Déjà, on a beaucoup plus de responsabilités de Jalen Suggs. Après, Jalen Suggs, c'était un mec qui a été drafté assez haut, justement parce qu'il y avait peut-être un peu un jeu offensif à développer, notamment au niveau du pull-up quand il est arrivé dans la ligue. Donc, c'est moins surprenant, mais ça a mis un peu de temps à venir. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise, je pense, pour eux, parce qu'ils s'attendaient pas à avoir un Jalen Suggs autant responsabilisé. Et ensuite, on a des joueurs comme Bitadze qui a re-signé alors qu'il jouait pas trop l'année dernière et qui font très bien dans le moule, qui peut jouer à côté de Wendell Carter Jr. ou sans lui. Et tu as aussi des joueurs comme les Jet Howard, les Trevelin Quinn, qui étaient un peu des no-name. Et il y a aussi cette année qui joue beaucoup et qui a été drafté, il y a Tristan da Silva et Anthony Black. Donc en fait, c'est là où tu te rends compte que tu as une grosse profondeur d'effectifs qui te permet vraiment d'appliquer ta manière de jouer comme tu as envie de le jouer, comment Jamal Mosley a défini son jeu. Et en plus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ils ont l'animation offensive est plus développée que l'année dernière, mais dans l'aspect collectif. Et c'est vrai que l'année dernière, collectivement, ils étaient meilleurs en tout cas en termes de différentiel quand Banchero était sur le banc que quand il était sur le terrain, parce que justement, il y avait une bonne animation offensive du banc autour de Franz Wagner et Mo Wagner, et il y avait aussi Joe Ingles qui participait beaucoup à ça. Et donc, le fait qu'ils aient retrouvé cet équilibre-là d'animation offensive, en fait, ils l'avaient déjà sans Banchero l'année dernière et ils l'avaient parfois aussi sans Wagner parce qu'ils avaient déjà cette animation offensive. Mais là, ils l'ont poussé encore plus loin, ce qui permet à des joueurs comme Cadwell Pope, comme Suggs, même Anthony Black, du coup, les Da Silva, Bitadze, Wendell Carter Jr., tous ces joueurs-là qui, en fait, continuent, en fait, de pouvoir s'imbriquer dans un schéma collectif où l'animation est bonne et sont des monstres défensifs et surtout qui sont mis les uns avec les autres. Sans parler de Jonathan Isaac, qui lui aussi est un monstre défensif qui peut aussi s'impliquer dans des schémas collectifs. Donc, s'il y a bien une équipe qui pouvait fonctionner sans ces stars, entre guillemets, c'est Orlando et du coup une autre équipe que moi j'avais dans mes tops aussi, c'est parce que justement ça passe par de la défense et de l'animation collective due à du coaching. Donc c'est une bonne surprise, mais c'est pas si surprenant que ça. Mais c'est quand même, je pensais pas qu'ils arriveraient à continuer à gagner des matchs sans Wagner et Banchero. Après, ils les gagnent de très peu. Donc aussi, tu as un peu un biais de confirmation de genre, ils arrivent quand même à gagner sans leur star. En réalité, ils arrivent à défendre assez fort pour que les matchs soient serrés. Et il y a des fois, ça tombe de leur côté, quoi. Ouais, parce que c'est ça, même sur les défaites, c'est des défaites très courtes à chaque fois. C'est une équipe qui arrive à pousser le côté on donne tout sur le terrain, on laisse tout. Défensivement, c'est hyper bien structuré. Tu l'as très bien dit, et je pense qu'il faut rendre aussi un peu les lauriers à Jamal Mosley, qui fait du très très bon boulot quand même avec cette équipe et avec cet effectif. Baptiste, est-ce que tu voulais nous dire un petit mot sur le Magic? Globalement, on a résumé assez bien notre satisfaction et notre surprise sur le côté next man up, et que même en l'absence des gros stars comme Banchero et Wagner, les mecs continuent à faire du taf défensif et à gagner des matchs, quoi. Ou alors, tu peux juste nous donner ton avis sur c'est qui le meilleur entre Franz Wagner et Paulo Banchero, si tu veux pas. C'est qui le meilleur des deux, d'ailleurs? Je vais plutôt aller sur la première position pour éviter de m'attirer les foudres. Non, mais oui, moi, enfin après, je suis arrivé en cours de route, désolé, mais ce que j'aime bien moi du côté d'Orlando, ouais, c'est le côté offensivement, je trouve ça vachement plus développé tactiquement que l'an dernier. Il y a pas mal d'actions avec je pense que vous en avez parlé, mais avec Wagner en poseur d'écran, il y a beaucoup plus voilà de petites choses, de veer action ou des choses comme ça où c'est mis on voyait pas ça l'an dernier, quoi. Et donc voilà, moi c'est là-dessus où je suis surpris. Après sur le côté défensif, au final quand on y pense, bah ouais, la défense elle était déjà élite et Ouais. on aime bien les deux stars, mais elles dépendaient pas de Wagner et Banchero. C'était pas tes moteurs défensifs. Exactement. Ils rentraient bien dans tes schémas, mais au final, qu'ils soient là ou pas, ta défense, c'est pas surprenant qu'elle performe tout aussi bien, quoi. Là, c'est bien, on aurait pu venir toi ou moi au final, parce que pour qu'on répète. Vous confirmez vos avis, les gars, mais c'est très bien, c'est très bien. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Loris, à Catch and Shoot, et tout ça pour lui dire que Banchero est meilleur que Franz Wagner. Du coup, Baptiste, on enchaîne. Je te laisse donner ton prochain top.
Ouais, ok, bah pas de souci. Bah du coup, moi je vais aller directement encore une fois marcher sur les plates-bandes d'Azad ou pas? Je sais pas. Euh, non, je vais y aller, mais je vais dire que pour moi c'est la saison de Tyronn Lue. Oh, salopard. Non. Non, mais comme ça tu pourras en parler, tu auras des choses à dire, tu vois, ce sera bien. Non, mais parce qu'en fait, ouais, Tyronn Lue et les Clippers, ce que je trouve assez dingue, c'est bah déjà forcément c'est la défense, mais quelque part, on pouvait s'y attendre cet été avec le recrutement. Tu vois, quand ils recrutent Derrick Jones Jr., même, j'allais dire Kendrick Nunn, non, Chris Dunn, pardon. Chris Dunn, qui est un des meilleurs défenseurs sur les lignes arrières, que ce soit on et off ball. On pouvait s'attendre à ce que la défense elle soit si forte, mais ce que je trouve, je sais pas si je m'attendais à ce qu'elle soit si forte déjà. Et ce que je trouve fou, c'est que ouais, il y a entre guillemets la 24e attaque, mais c'est parce qu'ils perdent beaucoup de ballons. Et ce que j'aime bien, c'est le côté à quel point tous les matchs qu'ils jouent sont préparés et ils arrivent en fait à maximiser le peu de talent offensif Ouais. qu'ils ont et ils vont vraiment à chaque match, c'est un peu une dynamique de playoff, mais à chaque match ils vont cibler fortement les lacunes de l'adversaire. Il y avait le match à OKC, le match à OKC où ils ciblent beaucoup via le post-up parce que OKC jouait avec Jalen Williams en poste 5, c'était entre le retour d'Hartenstein et la blessure de Chet Holmgren. Il y a quand ils jouent Memphis, bah alors que c'est pas du tout une équipe de transition les Clippers, et ben tout d'un coup ils se mettent à jouer énormément de transition parce que Memphis c'est une équipe qui joue beaucoup le rebond offensif et qui du coup forcément se dévoile un peu sur la transition, et du coup c'est pas forcément une très bonne défense de transition. Voilà, donc il y a plein de petites choses, les systèmes, les after timeout, etc. Où moi je trouve ça intéressant le côté un peu chirurgical, même si ça se voit pas forcément dans les stats encore une fois. Mais je me disais Ouais. ça pourrait être intéressant de prendre des choses qui se voient pas forcément dans les stats parce que pour montrer un peu qu'on regarde les matchs parfois avec Azad, ça nous arrive. Mais non, mais voilà, du coup et c'était même peut-être au-delà du côté défensif que je voulais parler des Des Clippers Clippers? quoi. Ouais. Ouais. Et il y en a un que t'as pas nommé, pourtant qui est genre en train de faire une saison de ouf, qui est Ouais. genre Norman Powell en termes de volume et d'efficacité. Ouais. C'est une dinguerie et c'est parce qu'il est hyper bien utilisé. Mais en fait, c'est ça. Ils ont une optimisation de leurs outils. Donc, ils ont des outils qui sont pas forcément, c'est pas des outils que tu as acheté à Bricomarché. C'est un peu ceux que tu trouves à Jiffy, tu vois. Donc, ils font le taf quand tu dois juste réparer un meuble Ikea, mais tu vas pas pouvoir faire un gros chantier avec. N'empêche que pour l'instant, bah, ça fonctionne parce qu'il y a énormément de petits outils qui sont très cool. Tu vois, t'as un mec comme Amir Kofi aussi, des mecs comme Nicolas Batum qui Ouais. sont, bah, vachement, en gros, que tu peux modeler selon le système que tu veux. Et autour de ça, il y a Zubac aussi, qui est un intérieur qui est hyper intéressant dans la manière où il utilise, qui match très bien avec James Harden dans le jeu. Et du coup, tu peux aussi faire des minutes sans Zubac et sans Harden, où du coup, tu mets un truc qui switch de partout. Donc, t'as quasiment aucun mismatch. Tu vas générer une attaque qui est plus pauvre en termes de qualité offensive. Mais du coup, c'est là où tu peux vraiment faire parler ton playbook avec des systèmes justement où tu vas avoir beaucoup de cuts, beaucoup d'écrans sans ballon et essayer un peu de piéger les équipes sur leur manière d'aborder le jeu. Donc ouais non, c'est franchement très cool à regarder et en plus apparemment Kawhi serait de retour donc bon. Non, je veux pas y croire. Arrête. Ouais. Arrête de donner de l'espoir aux Clippers. Ils sont déjà assez tristes comme ça, les pauvres. Non, mais ouais, vous en avez très bien parlé. Une optimisation limite à la Spolstra un peu hein, de Tyronn Lue. C'est assez impressionnant. Il arrive à chaque fois à tirer le meilleur de son effectif. Petite question comme ça. On met de côté le côté, enfin, on met de côté le côté, ouais, l'étiquette et la, comment dire, la notoriété du joueur. Vous devez envoyer un des joueurs des Clippers au All-Star Game. Bah, quand même, non? Bah ouais Zubac. Non bah James Harden clairement Ouais, parce que sans James Harden t'as même pas ton plancher offensif. c'est Sans ça. James Harden t'as en fait si t'as pas James Harden t'as pas un niveau suffisant pour faire tout ce que tu fais de toute le reste de ta boîte à Ça. outils. En gros, si t'as pas James Harden, tu décides juste de tanker parce que même si tu optimises au mieux du mieux le reste, en fait, ça sera jamais pérenne parce que ça peut pas se tenir. Alors qu'avec James Harden, tu t'assures un niveau plancher offensif qui est bon
il fait une des meilleures saisons défensives de sa carrière. D'ailleurs, ça me tue, genre, parce que dans le placement, il sait mieux gérer aussi, je pense, son corps, ses efforts pour se garder aussi du rythme, enfin, du volume offensif qu'il a. Et il est vachement impliqué. Et c'est marrant parce que du coup, genre, quand c'est pas un bon leader, on n'entend parler que de ça. Quand au final, il fait toutes ces tâches défensives là, sur un gros volume en attaque, un gros niveau d'équipe, oh ouais, c'est normal, c'est on attend Ouais, ça. c'est le Bah, le mec, minimum, ouais. il a 35 ans. Et Ouais. franchement, moi, je trouve que c'est, en termes de attente comparé à ce qu'il fait, c'est une des plus grosses saisons où il y a un différentiel entre ce qu'on attendait de lui et ce qu'il est en train de faire concrètement. Et je trouve ça trop cool. Donc, non, en vrai, moi, j'enverrai James Harden sans trop d'hésitation au All-Star Game, en vrai. Ouais. Après, le All-Star Game, je m'en bats Je aussi pense un qu'il peu y les sera. couilles. Donc, bon. Oui, bah, bien sûr, mais je pense qu'il y sera. C'est juste pour le côté derrière carrière, nombre de All-Star, enfin bref. Mais oui, ça met aussi en valeur sa saison qui est quand même assez impressionnante. Donc big up au Barbudo. On va s'envoyer un dernier top, les gars. Et Azad, je te laisse l'honneur. Quel est ton dernier top? Moi, c'est le niveau de jeu de la NBA. Global? Ouais, en vrai, je me régale. Franchement, je passe une super saison, je kiffe. Et je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes équipes, mais genre de très bonnes équipes. Et par exemple, le night rating, c'est un bon moyen de regarder ça. On a déjà parlé avec Baptiste. Il y a 3 équipes qui sont à plus 10 de night rating. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 équipes élites historiques. Après, l'échantillon est encore petit, mais historiquement, il y a 3 équipes élites. Derrière, donc, qui sont Cleveland, OKC et Boston. Derrière, tu as des équipes comme Memphis, comme New York, qui sont aussi des contenders qui jouent très bien et qui Attends, s'approchent de cette tu peux répéter? New York? New York New est pas York. contender? C'est Non, ça? non, 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 il s'est Azad a trompé. dit ça, hein? Non, non, Azad a dit ça. il s'est trompé. Ouais, mais je l'ai pas dit sur le Dreamcast Show, donc est-ce que ça compte? Et, Je prendrai et l'extrait, derrière, j'en ferai un short. ouais, t'en feras un genre, ça marche. Et derrière, dans ces équipes-là, moi, je pense que, en tout cas, pour moi, mon favori à l'Ouest, et même peut-être les 2 meilleures équipes en playoff potentiellement à l'Ouest, pour moi, qui seraient Denver Et les Lakers? Dallas, Ouais. ne sont pas aussi dans ces trucs-là. Et derrière, tu as aussi Minnesota, qui reste à une défense élite et qui sont à un trade de Julius Randle d'arriver à équilibrer leur attaque. T'as Golden State qui est aussi à un trade d'arrêter de vouloir faire que Kuminga devienne quelque chose et du coup faire un peu exploser leur génération jeune pour offrir un peu un dernier tour de piste à Curry et Green. Et derrière ça, tu as aussi les Lakers qui continuent à faire des trades et ajuster leur équipe. Tu as encore Miami qui va être un poil à gratter en playoff. Tu as Milwaukee qui a toujours Lillard et Giannis Antetokounmpo et qui sont pareils à un Bobby Portis d'être une équipe correcte. Et tu as Phoenix qui a une blessure d'être un contender. Et un Et pivot. parmi tout ça, tu as aussi les équipes kiffantes dont on a déjà parlé, que sont Orlando. Il y a Houston aussi qui est une des meilleures défenses. Tu as San Antonio où tu as Wembanyama et du coup, je veux dire, c'est quand même hyper intéressant à regarder. Tu as Philadelphie qui est en train de revenir. Enfin, je suis désolé, mais genre, c'est trop cool. C'est une putain de bonne saison. Et moi, franchement, je me régale. Je pense qu'il y a un clair favori, mais même, tu vois, là, ces derniers matchs, Boston, c'est pas vraiment ça. Donc, tu peux un peu te poser la question des limites. Mais je trouve que c'est une saison qui est hyper prenante à regarder parce que tu as un niveau qui est élevé. Parce que en fait, ce qui est permis par beaucoup d'équipes très, très nulles. Et vu que tu as vraiment des équipes très, très nulles, ça te permet d'avoir un niveau aussi qui est un peu, du coup, en ayant été très nivelé par le bas, tu as la partie haute qui est aussi très très bonne et très très intéressante à suivre et à regarder. Et même chez les nuls, entre guillemets, il y a toujours des choses à regarder parce que Washington, c'est fun avec leurs rookies et les Français. Tu as Brooklyn qui a signé un nouveau coach et du coup qui génère un nouveau type d'attaque qui est vachement intéressante et qui permet aussi de mettre en avant certains assets. T'as Utah que nous on adore regarder, t'as Portland qui essaye de développer Klingan, toujours avec Scoot Anderson. Enfin, c'est quand même difficile de demander mieux entre guillemets moi comme début de saison en tout cas je me régale et voilà. Donc c'était un peu mon top général. Ouais, non, mais complètement. Franchement, c'est une saison de dingue. Et ce qui est un peu paradoxal, on en reviendra peut-être sur les flops, c'est toutes les discussions autour des audiences NBA, des gens qui ne veulent plus regarder, alors que pour le coup, franchement, on a une saison qui est un régal. Je prends un exemple très récent. Ça faisait un moment que je m'étais pas autant fait kiffer devant un Christmas Day, avec autant de matchs à haut niveau, autant d'intensité, où tu sens que les mecs avaient envie de jouer, avaient envie de gagner. J'ai l'impression aussi, bon, alors,
paradoxalement, on a parlé du Magic, mais il y a un peu moins de blessures des superstars, je trouve, que la saison passée. Je sais pas. En moi, vrai. je trouve quand même ça. Il y a justement, genre, c'était presque un flop pour moi. C'est Les qu'il y a pas blessures. mal de blessures qui me. Qui me Ouais, fout, ouais. ouais. Par exemple, Chet Holmgren, même Ja Morant, il a raté des matchs. Là, bah, il rate le match contre OKC. À Boston, il mine de rien, ça performe pas trop parce qu'il y a aussi des blessures. Je Ouais, trouve mais qu'il y tu a vois, pas du mal coup, de blessures tu vois, les Sixers, ça a été flingué par les blessures leur début de saison. Ouais, il y a pas mal mais de blessures, mais bon. en même temps, ça nous laisse le côté aussi, le niveau de jeu actuel avec toutes les blessures te laisse supposer que quand ces mecs reviendront, le niveau de la ligue sera encore plus impressionnant, quoi. Donc, Bah ouais, tu peux te dire, pour une fois, peut-être qu'on aura la saison où on a les blessures pendant la régulière et tout le monde va en playoff, mais C'est ce que je m'étais dit aussi, genre, on en parlait avec Guillaume et il disait, ouais, il y a des chiffres qui étaient un peu sortis de genre, il y a jamais eu autant de blessés aussitôt dans la saison. Et je me dis, putain, mais l'année dernière, les blessures qu'on a eues, on se les a toutes mangées au moment du play-in et des trucs comme ça. Je vous dis, franchement, si vous voulez massacrer la saison jusqu'à février avec les blessures et qu'après ça va mieux, voilà. Bon, moi, j'ai pas le contact direct des dieux de la NBA, mais s'ils peuvent nous faire un truc comme ça, moi, tant qu'ils me remettent Porzingis sur pied pour février, moi, je suis pépère après. bah ouais, parce que sans lui, vous sautez au premier tour. Enfin bref, bon les gars, je pense qu'on a fait un bon tour sur nos tops. Yes. Assez intéressant, on a essayé de balayer ça. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous donner aussi vos tops, que ce soit des joueurs, des sensations, des coachs. On a beaucoup parlé de coachs. Donc voilà, n'hésitez pas à venir commenter, à venir liker. Vous allez avoir bien évidemment le lien du Dreamcast Show en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas aussi à aller donner de la force aux copains Azad et Baptiste. Et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Allez, ciao. Ciao.